Salut Rush, j'espère que ça va. On se réveille aujourd'hui après l'UFC 280. On se réveille avec un nouveau champion. On se réveille après une carte qui a été incroyable du début à la fin. Plein de rebondissements, plein de choses qu'on n'attendait pas. On va passer ça en revue tranquillement avec Nabil. Vous nous excuserez, on n'a pas énormément dormi. Il est très très tôt. Et moi, j'ai passé la nuit à faire des, des spaces sur Twitter jusqu'à il y a 1 heure et demie à peu près. C'est-à-dire que j'ai fait une petite sieste et là, on est parti pour passer en revue. On va passer principalement la main card du premier au dernier combat. On va un peu voir ce qu'on en pense. Est-ce que les combats ont répondu à nos attentes? Et voilà. Salut Nabil, comment est-ce que tu vas? Ça va, ça va, franchement, passer une bonne soirée. Je suis content de la carte, je suis content des horaires et content des résultats globalement. Franchement, on a eu de beaux combats, donc si chaque fois, si chaque UFC numéroté, ça pouvait être comme ça, ce serait parfait, quoi. Et Oh, toi, ça oh, va? ouais, ça passe tranquillement, un peu fatigué, mais c'est pour l'amour du MMA. Si maintenant tu devais, hors main event, ressortir un combat qui t'a particulièrement marqué sur l'ensemble de la soirée, tu penserais auquel? Ben, Darius contre Gamrot, parce que franchement, techniquement, c'est du très haut niveau, et surtout du côté de Darius qui a su s'adapter à partir du round 2. En fait, il a Mhm. vraiment neutralisé le jeu de Gamrot, même si ça restait serré, que Gamrot a continué d'insister dans sa lutte, etc. On sentait que Darius avait vraiment pris l'ascendant à partir de ce round 2, et franchement, c'était impressionnant, que ce soit au niveau des attaques, au niveau des défenses, l'intensité du combat. Même, on se disait, mais putain, ils vont faire ça pendant 3 rounds, c'est impressionnant, quoi. Surtout que on sentait la maturité, l'expérience de Darius sur le combat, qui a vraiment, bon, après, je pense aussi derrière, c'est son, c'est son coaching qui a bien fait le taf, quoi, qui a bien su analyser le round 1, qui s'est adapté très rapidement. Et ils ont vraiment trouvé en fait les axes de travail pour neutraliser en fait tout le jeu de Gamrot, même s'il restait entre guillemets dangereux, parce que peut toujours y avoir un passage en lutte qui passe. Mais même, je pense que Darius sur le sol, il a quand même bien défendu. Il arrivait à jamais en fait laisser une position où il était enfin, défavorable. Même s'il était pris au sol, il avait quand même soit une jambe verrouillée de Gamrot, soit il avait une possibilité de sortir, quoi. Ouais, Donc c'était vraiment impressionnant, quoi. je suis entièrement d'accord sur en fait ce qui s'est passé sur chaque phase de grappling. Il a su apporter de grappling ou de lutte, hein, en fait. Il a Ouais. su apporter une réponse, que ce soit défensive ou que ce soit offensive. On l'a vu par moment répondre à, comme on dit, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a des moments où il répondait en défense par des mouvements d'attaque. C'est vrai que ça a été très, très, très beau à regarder. On a eu des phases de scramble incroyables. Par contre, ça a mis quand même en lumière des grosses lacunes du côté de Gamrot en termes de striking. On l'a senti très, très vite perdu dans la cage quand bah, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait peut-être pas à emmener Darius au sol et à travailler de la manière dont il espérait le faire. On va aussi revenir rapidement sur le combat de Manon Fiorot, parce Ouais, que, juste, je pense dis-moi. que si j'ai un dernier truc à dire, je pense que Gamrot devrait peut-être passer en 66. Moi, Ouais. c'est mon. Après, je sais pas si c'est possible pour lui s'il s'en sent capable, mais je pense que ça me. Je vois pas. Enfin, je le vois pas, on va dire, avoir, on va dire, un cut difficile en 66, parce que je pense que 70, ça va être compliqué pour lui Tu l'as face au top senti 5. vraiment en dessous physiquement? Pas vraiment en dessous, mais. Enfin. Je me dis que ça va être difficile quand même contre des très bons, tu vois, des lutteurs qui ont le physique de défendre et de pas se laisser amener au sol, etc. Après, il a pas démérité. Moi, ce que j'aime bien avec les mecs comme ça, c'est qu'il est combatif et il est surtout généreux en fait au niveau de l'effort. Il continue, il continue, il continue. Même si tu perds, Bon, après, stratégiquement, c'est autre chose, mais au niveau de l'intensité qu'il a porté, même si tu perds, il aura pas de regret au niveau de l'envie. Et ça, je trouve, c'est important. Il y a des gens, dès qu'ils sont un peu fatigués, ils abandonnent. Il y avait aussi l'exemple juste de Nassourdine contre Joachim Beuclé.
round 3, Joachim Buckley sait qu'il a perdu les deux premiers rounds, mais il donne tout jusqu'à la fin, en fait. Il donne tout. À la fin, il s'effondre tellement il est épuisé. Moi, en fait, j'aime bien ces combattants qui. Bon, après, il faut que ce soit stratégique, il ne faut pas le faire dès le début et s'épuiser, mais qui sont vraiment généreux au niveau de l'intensité. Je ne sais pas s'il y a eu au niveau du bonus, ils ont eu le combat de la nuit ou pas. J'ai vu que Islam a eu, je crois, la performance de la nuit, mais je ne sais pas si eux, ils ont eu le bonus ou pas. Je crois Non, pas, j'ai pas vu passer c'est, ça. c'est Petroyan et Ah, Shadow j'avais pas. Ok, super. qui ont eu le combat de la soirée. Ouais, ouais, peut-être revenir du coup sur. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Revenir rapidement sur le combat féminin de la soirée parce que Manon Fiorot, la française, quand même, a dominé la numéro 1 mondiale. C'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire que on sera très amené à la voir, enfin, on sera amené prochainement à la voir, très prochainement à la voir combattre pour un title shot. Ce qui a été bien dans son combat, c'est que elle a fait un premier round où elle était pas du tout dans le rythme, pas du tout à la distance, avec une mauvaise appréhension du combat. Elle travaillait sur un enchaînement de, euh, de, de coups de pied, de coups de pied d'arrêt pour essayer de placer son bras arrière. Ça fonctionnait pas trop. Euh, Au deuxième round, elle a su faire les réglages directement. Son corner lui a demandé de travailler en ligne. En ligne, ça passait beaucoup mieux. Et là, elle a su trouver son rythme et elle s'est imposée quoi, techniquement et elle a pris l'ascendant sur son opposante dans le deuxième et dans le troisième round. T'as quelque chose à dire, toi, sur ce combat-là? Bonne adaptation. Je pense que, après, on n'a pas toutes les infos, mais je pense qu'elle était encore blessée. En tout cas, que son genou n'était pas remis à 100% parce que je ne sais pas pourquoi elle n'a pas cherché la lutte à la fin. La tentative de takedown s'est passée facilement, je Ah ouais, trouve. ouais. Après, je ne sais pas si son adversaire était fatigué ou pas, mais c'est passé tellement facilement que je pense que si elle avait lutté, pas forcément dès le début, mais peut-être à partir dès le deuxième round, elle aurait eu plus d'ouverture. Après, au final, elle s'est vraiment super bien adaptée. Son adversaire, c'est pas n'importe qui. Ouais. C'est numéro 1 mondial, c'est pas pour rien. Content pour elle. Je pense qu'elle fait bien de prendre un combat de plus avant la ceinture, histoire déjà de soigner son genou, parce que j'ai l'impression que ça a limité un peu son jeu, parce que je sais pas ce qu'elle a eu comme blessure au genou, mais ces blessures-là, ça se soigne pas rapidement, entre guillemets. C'est pas un petit pépin. Je pense que si elle a annulé l'UFC Paris, c'était pas pour rien et c'est pas en 2, 3 mois que tu s'ennuies. En tout cas, le problème, c'est que si tu dois t'entraîner, ça prend encore plus de temps à récupérer. Tu as toujours le pépin. Je pense qu'elle était encore blessée durant ce combat parce que j'avais vu une image où elle mettait de la glace sur son genou, je crois, à la fin du Ok. combat. Donc, Ce qui, j'espère qu'il n'y a rien de grave. ce qui peut expliquer aussi pourquoi elle sortait pas sa jambe arrière, parce que on a senti à plusieurs moments qu'il y avait clairement l'ouverture pour envoyer sa jambe arrière. Ça pouvait peut-être justement laisser présager à des petits restes de blessures. Moi, je voulais quand même tirer un grand coup de chapeau à Christophe Midou et Aldric Cassata parce qu'ils ont vraiment su faire les réglages nécessaires dans l'interround entre le premier et le deuxième, parce que si on continue comme ça, il n'y avait plus le droit à l'erreur, quoi. Après le premier round, elle le perd clairement. Le premier round, si on continuait comme ça pouvait, enfin, on se dirigeait droit vers la défaite. Et ils ont su vraiment ajuster et Manon a su pas tout changer parce que, il n'y avait pas tout acheté dans le premier round, mais en tout cas, à faire les ajustements nécessaires pour reprendre le dessus. Tu as quelque chose à ajouter sur ce combat-là? Non, franchement, comme tu l'as dit, je te rejoins. Ça montre la maturité de son équipe et de Manon à ce niveau-là. C'est que tu perds le premier round, tu as quand même une grosse pression derrière parce que tu sais que tu dois assurer. Surtout, il y a quand même la blessure. Même si tu es à 100%, que tu es motivé, etc., ça doit jouer dans ta tête. Donc, content parce qu'au final, pour le moment, comme je l'avais dit la dernière fois avec Cyril, c'est les deux prétendants qui se rapprochent le plus d'une ceinture chez les Français.
Donc, ça serait cool que 2023, ben, si on a Cyril plus Manon avec une ceinture, franchement, ça serait top, quoi. Parce que tu Et vois, 2020, enfin, 2022, on a l'UFC Paris, 2023. Bon, après, c'est des plans un peu sur la comète, on n'y est pas encore, mais deux ceintures françaises à l'UFC, ça serait incroyable. pas Ça oublier montrerait quand même qu'il y a un gros vivier et qu'il y a quand même un niveau exceptionnel en France. complètement. Puis il n'y a pas l'impossibilité aussi de retrouver une Assourdine pour un combat pour le titre mi-fin 2023, hein. C'est pas non Ouais, plus. s'il gagne contre Gastelum, il y a possibilité qu'il monte énormément et que derrière, il ait potentiellement une title shot. On verra après Pereira et Adesanya, quoi. On verra ça. Le combat, la controverse de la soirée, Petr Yan, Sean O'Malley, pardon, l'upset. Euh, en fait, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, concrètement de ce combat-là? Et d'abord du combat, ensuite on parlera de la décision. Mais, enfin, agréablement surpris de Sean O'Malley, de sa combativité. Tu vois, il s'est pas laissé avoir par l'agressivité de Peter Yan, il s'est bien défendu. Bon, c'était compliqué quand même, hein, il était dominé. Même si sur le premier round, je pense quand même enfin, Peter Yan n'a pas fait forcément ce qu'il fallait, entre guillemets. Après, c'est difficile parce que je trouve que Sean O'Malley a, en fait, son jeu, je vais pas dire qu'il a super bien adapté à Peter Yan, mais Peter Yan n'a pas, on va dire, concrétisé à chaque fois en fait ce qu'il voulait faire. Et Sean O'Malley, là, son style, il a vraiment en fait neutralisé un peu, enfin potentiellement, des fois que ce soit les mouvements ou l'agressivité un peu de Yann. Après, c'était quand même serré, je trouve. Je peux comprendre au niveau de la polémique, etc. Mais que ce soit sur les trois rounds, c'était pas non plus significatif au niveau de. Moi, j'aurais mis Yann personnellement, mais ça me choque pas non plus, hein. J'ai regardé rapidement le combat ce matin. Ça me choque pas non plus que O'Malley ait gagné, surtout avec les nouvelles règles. Euh, mais je t'avoue que ça a quand même ça fait chier pour Yann parce que je pense qu'il y avait quand même un 55-45 pour lui. Mais c'est le MMA, je suis pas juge. C'est toujours pareil, il faut pas oublier que les juges, en fait, nous, on voit ce qui se passe à la télé. Et eux, les juges, en fait, ils n'ont pas d'écran, en fait. Ils doivent regarder, en fait, ce qui se passe, ce qu'ils voient, en fait, dans la cage. Oui, ils ont quand même Donc, un écran. ouais, mais je crois Oui. qu'ils n'ont pas le droit de juger sur ce qu'ils voient à l'écran, en fait. Alors J'ai regardé j'ai les pas règles l'info. Ok. et je crois qu'ils n'ont pas le droit de juger ce qu'ils voient à l'écran. Ils sont obligés de juger, en fait, ce qu'ils voient, en fait, dans la cage. Donc, après, je crois que pour l'écran, ils peuvent voir, en fait, par exemple, s'il y a, tu vois, doigts dans les yeux, les genoux, etc. D'accord. Mais sur ce ils ont, je pourrais pas te garantir, mais j'avais lu ça sur les règles. Je crois qu'ils peuvent pas juger. Donc, et il faut pas oublier qu'avec les nouvelles règles, les frappes significatives ont énormément d'importance pour le comptage des points par rapport par exemple, aux positions fortes au sol, à la lutte, etc., au contrôle enfin, du centre. C'est les frappes significatives qui sont les plus importantes. Et à ce niveau-là, ben, O'Malley en a eu plus. Après, c'est sûr qu'il y a eu les takedowns, il y a eu enfin, tout ce qui est amené au sol, le contrôle. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Après, moi, ça me fait chier parce que Yann, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie en termes de combat. C'est pas un mec qui. Enfin, c'est pas le plus beau à voir, entre guillemets, mais j'aime bien son style. Il est agressif et moi, je récompense toujours l'agressivité des combattants quand c'est bien fait, bien évidemment. Après, tant mieux pour Sean O'Malley, je pense qu'ils veulent quand même l'amener pour un title shot. Parce que là, il y a eu bon, ce qui s'est passé, on en reparlera après, mais avec Dillashaw derrière Sterling, il reste qui derrière? Il y a peut-être Vera, j'ai vu, mais Dillashaw, Sean O'Malley, pardon, pour la ceinture, et ça ferait des pay-per-view. Ouais. Faut pas oublier que c'est une entreprise, l'UFC, à ce niveau-là. Après, je dis pas que c'est un complot ou quoi que ce soit, attention. Ouais, non, Voilà. je suis d'accord avec toi. C'est la décision. Bah, moi, c'est simple, hein. Comme toi, je voyais Petroyan l'emporter. C'est contestable. On peut la discuter, la décision.
mais c'est absolument pas un vol comme j'ai pu le voir. C'est pas non plus un complot politique. Ouais, Ils ont voulu donner le russe perdant. Enfin, bref, non, c'est pas du tout ça. C'est contestable. Je suis pas forcément d'accord personnellement avec la décision. Enfin, je sais pas que je suis pas d'accord, c'est que je la partage pas. J'ai pas vu la même chose. J'ai pas revu le combat depuis. Je le reverrai à froid et puis je me ferai sûrement un autre avis, un avis différent. Mais non, c'est vrai que dans l'ensemble, bah, je peux que, comme j'ai tweeté, que mea culpa, quoi. Hein. Sean O'Malley, ouais. mine de rien. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que, tu sais, on s'est peut-être laissé endormir parce qu'il poste sur les réseaux ses entraînements fake, là, où, euh, où il fume et il fait le con sur les réseaux. Mais mine de rien, quand tu regardes son dernier combat et celui d'hier soir, le step de travail qui a été effectué. Vraiment, le fossé est monstrueux entre le combattant qu'on avait à son dernier combat et le combattant qu'on a eu hier soir face au numéro 1 mondial, un des mecs les plus dangereux, le champion sans ceinture. Je sais pas si les gens se rendent bien compte de ce qui s'est passé. Sean O'Malley nous a quand même livré une prestation incroyable en striking. Il a été dominant. Il a touché à plusieurs reprises Petr Yan, comme on l'a rarement vu toucher. Pour moi, il l'a surpassé en striking. Il a été au-dessus. Il apporte quelque chose de nouveau dans son déplacement type basket, là. On a l'impression que c'est très gadget, mais quand tu regardes bien, c'est c'est super bien utilisé, c'est super bien amené et ça apporte énormément d'incertitude dans son jeu parce que du coup, il amène beaucoup de kicks. Donc, Ah non, mais c'était vraiment, vraiment, enfin, tu vois, moi j'étais agréablement surpris, je me répète à ce niveau-là. Je pensais pas qu'il y aurait une telle opposition. Je savais qu'il allait comme, il allait pas se laisser faire à ce niveau-là. Mais moi, enfin, je suis content quand même pour O'Malley. J'espère juste qu'au niveau de la confiance, ça va pas un peu le boule. Je pense pas que ça va le bouleverser, mais on sentait qu'à la fin du combat, il savait pas trop, il comprenait pas trop. Il avait l'air un peu perdu. Après, peut-être qu'il va au bout d'une semaine, il va oublier, il va penser à la suite, et tant mieux. Moi, c'est plus pour Yann, en fait, qui, ben là, voilà, c'est Bourbier, hein. ça va être ça va être compliqué avant qu'il ait un title shot, et je pense que ouais, ça va être difficile maintenant de. Il peut, bien évidemment, il a clairement le niveau, mais ça doit être compliqué pour lui quand même, parce que il y a eu le premier combat contre Sterling, bien sûr, ce qu'il a fait, c'est impardonnable, entre guillemets. Et là, ça fait difficile. Et perdre à la décision sur un truc comme ça où tu penses avoir gagné, ça doit être compliqué quand même. Parce que lui, il va revoir le combat, il va se dire, franchement, je le domine, etc. Après, c'est toujours pareil, ce genre. T'as l'impression que c'est un vol, mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est loin d'être un vol. Euh, Ça pouvait aller l'un comme pour l'autre. Il faut pas oublier que nous, on a les émotions. On regarde le combat, on a l'impression, mais forcément qu'il y a un domine, mais à la fin, c'est pas. En fait, c'est souvent parce que tu as l'impression que le mec est dessus. Tu te dis, ouais, mais il gagne le combat. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles. Il y a des règles. C'est ça aussi, je voulais en parler sur Twitter. Je pense que c'est un truc qu'il faudrait que les commentateurs fassent. C'est vraiment faire de l'éducation sur le comptage des points. Parce que c'est bien ce que fait RMC, par exemple. Euh, c'est d'éduquer au niveau des techniques, des combattants, etc. Mais le comptage des points par rapport au juge, ça c'est super important pour éviter en fait que les gens soient surpris des décisions, parce qu'on va se dire ouais, c'est un vol, ça va parler de complot contre la Russie, ça va aller trop loin, alors que c'est juste les juges qui votent comme ça. Après, ça peut porter à discussion, on est d'accord. Si ça avait été Yann, ça m'aurait pas choqué. Au Malais, c'est vrai que ça surprend, mais avec le recul, je conseille aux gens qui sont surpris de re-regarder le combat et et de lire les règles avant, et peut-être qu'ils changeront d'avis à ce niveau-là. Je Voilà. suis d'accord avec toi, ça va être Bourbier pour Petr Yan, qui est mine de rien sur ses 4 derniers combats sur 3 défaites. Donc, c'est trois Ouais. défaites en 4 combats. Comme event, TJ Dillashaw, Aljamain Sterling. Qu'est-ce que tu en as pensé concrètement? Est-ce que tu es un peu déçu de l'issue du combat? Ah, clairement.
clairement. Franchement, moi, tu vois, en fait, je sais pas si, je pense peut-être toi tu l'as vu aussi, les gens l'ont vu. En fait, au moment où il tombe et qu'il Sur, passe, ouais. que Sterling est dessus, il fait une grimace et il regarde en fait son coude, il fait un peu, enfin, il fait ça un peu avec son bras. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Parce En que fait, quand tu ouais, fais une grimace comme ça, il se luxe en fait il se luxe l'épaule sur la première défense de takedown. En fait, ouais, il place les underhooks, donc il place les mains sous les aisselles de Aljamain Sterling qui tente de l'emmener au sol, donc qui tente un takedown. Et en fait, il tombe sur les coudes. Et en fait, on voit clairement au ralenti que, il se passe quelque chose au niveau de l'humérus. Et il se luxe l'épaule en fait à ce il moment-là. n'avait pas le bras tendu sur le takedown de Sterling, sur la défense. Non, il avait le bras. En fait, il tombe vraiment sur le coude Ah, ok. comme ça. Parce que je revois l'image, après, il a dû peut-être plier le bras juste au moment en contact avec le sol, mais il commence Ouais. bras tendu. Après, C'est ça qui m'avait interpellé un je, peu. je pense qu'en fait, elle pop l'épaule, elle sort et elle rentre plusieurs fois pendant le combat. Parce qu'en fait, ça se voit. En fait, j'ai moi-même, en fait, et le même problème, c'est-à-dire que j'ai des grosses luxations sur l'épaule. Du coup, j'arrive à voir euh, sur une épaule quand l'épaule est luxée. Et en fait, il y a des moments où l'épaule est luxée, et il y a des moments où l'épaule est rentrée. Parce qu'en fait, quand il fait comme ça, tu sais, pour Ouais. dire ouais, tout va bien, là, l'épaule est dedans. Elle n'est pas Et ressortie. c'est Et une quand elle sort, subluxation, je crois, qui s'est fait en fait. Parce que normalement, une ouais, luxation, tu peux pas la remettre en place. Une subluxation, il y a possibilité avec une manipulation de la remettre en place. tu as Je dit sais quoi? pas ce Une qui s'est quoi? passé entre Une une sub. subluxation. Alors, c'est quoi Sub. exactement? En gros, tu peux replacer direct. Souvent, en fait, une subluxation, tu peux replacer l'épaule, mais si tu en as plusieurs à répétition, c'est qu'il faut te faire opérer. Une luxation, c'est que tu peux plus la replacer avec une manipulation classique, tu vois, Alors, souvent ouais, qu'on voit. Ouais, subtraction, c'est qu'en fait, le haut de l'os, en fait, sort. Qu'il y a que, en fait, c'est un os de poulet, hein, ouais, l'épaule. Et c'est quand il y en a un des deux qui sort, c'est ça, une des deux boules, la tête de l'humérus qui sort, c'est ben, ça c'est que ce tu veux dire? qu'on voyait après, parce que je pense qu'une luxation, il aurait arrêté le combat directement, Ah, parce que tu peux, c'est impossible. Je- alors, je- 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 Vas-y, vas-y. je suis d'accord, oui et non, parce qu'en fait, je sais pas si tu t'es déjà luxé. Moi, vraiment, je me suis luxé. Il faudrait que je me fasse opérer, qu'on me mette l'os de la hanche, là, qu'on me le mette dans l'épaule. Quand c'est chaud, tu n'as pas mal. En fait, Oui, quand c'est oui, chaud, tu peux la rentrer et la sortir, pas à ta guise, parce que c'est pas non plus. Mais voilà, quand c'est chaud, tu n'as pas mal, c'est pas douloureux, c'est gênant, c'est très gênant parce que avoir une épaule qui n'est pas dans son emboîtement, c'est particulier à vivre. La première fois que ça t'arrive, tu regardes bizarre, mais c'est pas douloureux et en fait, c'est très, je sais pas comment t'expliquer. Ça rentre et ça sort sans trop de problèmes. Même une grosse une luxation où vraiment les deux parties sont disloquées, enfin pas disloquées, mais sorties, tu peux la remettre dans un mouvement où elle peut se remettre tout seul. Enfin, bon, on va pas faire un cours oui. d'anatomie ni un cours ni un cours de médecine. Au-delà de ça, il s'est quand même fait dominer. Le premier round, c'est un 18. Et après, c'est une démonstration de Sterling, hein, quand même, mine de rien. Après, c'est vrai que c'est difficile à juger à cause de la blessure quand même. C'est ça je trouve, ça va être frustrant pour Sterling parce qu'ils vont dire il a gagné à cause de la blessure de Dillashaw. Mais même s'il était blessé, qu'il a dit que pendant le camp, il s'est fait sortir l'épaule, je crois, 20 fois, un truc comme Mhm. ça, mais c'est quand même Sterling je vais pas dire qui a provoqué la blessure, mais qui a fait en sorte qu'il se pète. Donc, c'est pas, c'est sûr que si tu combats alors que ton épaule est sortie 20 fois, ben, franchement, sur du 5x5, si 20 fois c'est sorti pendant le camp, ça va sortir pendant le combat. C'est dommage parce franchement, je pense qu'on aurait une opposition de fou furieux. Même si Sterling, pour moi, euh, restait au-dessus sur le papier, parce qu'on ne se rend pas compte en fait du niveau de Sterling, parce que tout le monde pense en fait à la prestation du premier combat contre Yann, avec le coup de genou et la polémique entre guillemets derrière. Mais Sterling, c'est quelque chose, quoi. On ne se rend pas compte que ce soit en lutte en grappling. Même son striking, il est pas du tout ridicule. C'est pas le meilleur striking de la division, mais il est loin d'être ridicule, au contraire, hein.
Donc, dommage. Franchement, moi, j'aurais bien aimé un vrai combat. Après, je pense que y a- j'ai vu qu'il avait parlé de Vera comme prochaine opposition. Bah, il À a parlé de voir. Vera et Sean O'Malley. Il a dit Ouais, oui, c'est vrai. Chito Tacos Vera Ouais, et oui, c'est vrai. Sean Pink O'Malley, un truc comme ça, Malais, non? ouais. Non, on va passer. Et Dis-moi. tu vois, je regardais sur Insta, le mec, il a même pas 500 000 followers, alors qu'il est champion de l'UFC, et que quand même, c'est quand même des grosses dominations sauf sur le premier combat contre Yann. Mais tu vois, il montre quand même qu'il est en place et qu'il va potentiellement rester longtemps sur la KT, je pense. Tu vois, parce que ce qui arrive au Malais, Ferra, je sais pas. Après, tu vois, on a Islam, Oliveira, tout le monde disait, mais ça veut être comme quoi, ça veut rien dire. Franchement, on a eu pas mal d'upsets avec Kamaru Usman Edwards, et là, bon, là, c'était quand même abusé, quand même. Enfin, on en reparlera, mais voilà, quoi. Juste pour dire, triste et déçu pour Dillashaw, parce que je pense qu'il méritait en fait un vrai combat sans sa blessure. Mais je pense que là, je vais pas dire sa carrière est terminée, mais autant de blessures. Déjà, là, il va se faire opérer l'épaule, je pense. Donc Ouais. là, pendant minimum 6 mois, ouais. 6 7 8 mois, on le voit pas. Parce que je pense que ça a sûrement aggravé son cas en plus, là, que ça ressorte autant de fois. C'est pas anodin. Je pense que là, il est sur la fin de carrière, hein, parce qu'il se blesse trop, en fait. Et 36 ans, hein. tu peux pas continuer. Ouais, tu peux pas continuer autant avec autant de blessures, quoi. Au bout d'un moment, ton corps, il te dit d'arrêter, quoi. C'est pas rien, hein. C'est des signaux faut accepter. Ton corps, il te dit, tu te blesses régulièrement. Soit il y a un truc qui va pas dans son entraînement, et ça a son hygiène de vie, soit c'est son corps qui en peut plus, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoute, on aura la réponse. L'avenir nous donnera les réponses à nos questions. On passe au main event. J'ai encore, comme on dit, une gueule de bois. Je m'y attendais, honnêtement, en fait, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, on va être franc. Et maintenant bon, j'en ai discuté, là, je crois qu'on a fait 6 heures Ah, j'ai vu que de vous étiez chaud, podcast. ouais, franchement. On a fait 6 heures de podcast, je crois. Pas de podcast, de, de Space. En discutant avec plein de gars, je me rends compte qu'en fait, c'était prévisible, pas logique, mais c'était prévisible. De Bronx ne pouvait pas s'exprimer comme il aurait dû le faire, comme il aurait pu le faire, et comme il l'a fait auparavant, euh, tout simplement parce que il y a ce facteur, shoot et amené au sol. M- Malgré tout, finalement, un Jitero aussi bon qu'il est face au style de Makhachev et de Khabib, en fait, ça nullifie. Ça nullifie tout bonnement. Ils peuvent pas travailler sur le dos, il n'y a pas d'espace. Un Judoka, il a besoin d'espace pour travailler au sol. Eux, ils comblent chaque espace, chaque centimètre carré d'espace, ils le comblent avec de la pression, avec de la force. Enfin voilà, je pense que là, on est reparti pour un très long règne parce que on va me parler de Dariush, on va me parler de Gamrot. Gamrot, il n'a pas le striking pour aller affronter Makhachev. Dariush, il a pas le cardio pour aller l'affronter. Il a peut-être la défense de lutte, il a peut-être les bonnes réponses en grappling, en striking. Je suis pas persuadé, et je suis même plutôt pas persuadé du tout qu'il puisse apporter une réponse à Islam Makhachev. Je pense que là, ça y est, on est parti pour un très très long règne. J'espère que Oliveira va revenir mentalement de ce combat-là parce que il a tapé vite. Il a tapé 77 fois en 15 secondes. C'est la première fois que je vois un mec taper. Il a fait comme ça, la légende raconte qu'il est encore en train de taper. Et c'est vrai que ça. Je sais pas si on peut parler d'une faiblesse psychologique dans le sens où il a le tap-out facile ou si la pression était vraiment immense comme d'autres Après, combattants. enfin,
tu vois, par rapport à ça, moi, je suis pas ceux qui disent il a tapé vite. Quand un truc est verrouillé, tu le sens vite, hein, au bout de 3 4 secondes, tu commences à sentir qu'il n'y a plus rien qui passe. Tu commences à voir les étoiles et à voir un peu le voile qui arrive. Tu sais que c'est fini, en fait. En Quand c'est fait, verrouillé, il y a des trucs, c'est je suis verrouillé. d'accord avec toi, Je mais quand tu comprends, je vois regardes, où. il tape il tape vraiment longtemps. Et en fait, Marachev ne déverrouille pas la saisie tout de suite. C'est vraiment l'arbitre qui vient lui demander de déverrouiller. Et De Bronx n'est pas comme par exemple Oui, il n'est pas complètement endormi, je suis d'accord. Après, je comme pense que. Geiji, tu vois, Geiji sur le dernier combat, il tape et en fait, tu vois qu'il s'endort, tu vois, parce que la saisie était vraiment verrouillée. Là, je pense que honnêtement, il y avait sûrement de la pression, mais il n'y avait pas à son niveau, au niveau d'un Judoka comme il est, d'un combattant de l'UFC champion. Je pense que je m'attendais à au moins Faut pas une oublier qu'il prend le tentative. knockdown juste Ouais, il avant, prend le hein. knockdown, c'est vrai, c'est compliqué à juger. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et toi, concrètement, il Mm. nous reste 5 minutes pour en discuter. Qu'est-ce que tu en Euh, as pensé? Franchement, tu vois, c'est ça qui est ouf avec le MMA, c'est que, en fait, t'as pas les infos, tu sais pas ce qui se passe, tu te rends pas compte du niveau de l'islam, t'entends des bruits de couloir, Khabib qui dit que en sparring, il est incroyable, il y en a, moi qui disais la dernière fois que les sparring, entre guillemets, ça veut rien dire, enfin, ça veut rien dire, j'exagère là, mais c'est sûr que s'il y a eu des refus du top 5, c'est que les gens, ils savent en fait le niveau d'islam et que son style, il est quand même compliqué à gérer, même pour quelqu'un qui a un énorme niveau en JB. Je pense que aussi on a sous-estimé, beaucoup ont sous-estimé son striking parce qu'il a été dominant. Et tu vois, le travail contre la cage aussi, son clinch, vraiment impressionnant. Moi, ça fait peur. Après le combat, c'était une domination totale. C'est plus ça, en fait, qui m'a impressionné que le fait qu'il gagne sur une soumission ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une domination. Après le premier round, je me suis dit, mais le deuxième round, il va faire la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire Oliveira, en fait? Genre, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Parce qu'en striking, il se fait dominer, contre la cage, il se fait dominer, au sol, il se fait dominer. Mais je pense qu'on a sous-estimé aussi la force et la puissance, en fait, qu'Islam a. Moi, physiquement, je l'ai trouvé, j'ai suivi son camp, là. Je regardais un maximum de vidéos de son école et de Anatomy of Fighter. Je le trouvais physiquement, mais vraiment monstrueux. Je pense que niveau force, l'intensité, le contrôle qu'il a mis contre la cage et au sol, on ne se rend pas compte en fait de ça neutralise complètement le jeu d'Oliveira. Et le fait qu'il se prend un knockdown, qui tombe et que direct ça part sur une soumission, d'habitude, les gens le laissaient se relever ou le laissaient au sol, ou s'ils essayaient légèrement entre guillemets de travailler au sol, c'était jamais, ça partait jamais sur une soumission. Soit il y avait un passage de garde, soit une montée, et encore même pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de montée contre Oliveira. Donc, c'est, c'est triste pour Oliveira. C'est un gros upset. Je pense que ça balaye toutes les cartes. Je pense que l'UFC aussi, ça les arrange bien parce que ça fait un peu un gros storytelling à raconter derrière l'héritier, quoi. Il y en a qui, toi, qui disaient le pistonnet. Beaucoup de monde ont dit le pistonnet. Non, mais on rigole. Mais moi, ça me fait plaisir qu'Islam gagne parce qu'il y a tout le storytelling derrière Khabib, le père de Khabib. Après, c'est triste pour Oliveira parce que c'est quand même quelqu'un de bien que j'apprécie, avec, tu vois, qui respecte ses adversaires, qui, tu vois, il y a du trash talk, mais toujours dans le respect. C'est pas malsain. Et moi, j'apprécie ces combattants qui mettent un peu de piment sans forcément aller, tu vois, comme Colby ou des mecs comme McGregor qui, ok, c'est sympa le trash talk, mais des fois ça va un peu loin, quand même. Voilà, On peut dire que la prophétie a été, Phaser plan. Father Plan a été réalisée. La boucle est bouclée. Bon, on est clairement parti pour une grosse domination d'Islam Makhachev. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas qui va pouvoir apporter une réponse à. La seule réponse que moi je vois qui puisse être apportée, c'est sa fragilité au niveau du menton, peut-être de se faire toucher une fois. Je pensais que c'est ça le problème, c'est qu'il comble en fait ses failles et il explore les faiblesses de son adversaire. Il a eu le style exactement qu'il fallait contre Oliveira, qui pourtant envoie des gros parpaings parce que pour coucher Gaethje, il faut le faire.
Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, moi, je vois pas euh, qui pourrait proposer une vraie réponse à. On verra contre Volca, si ça se fait. Ouais, je te cache pas que j'ai. En fait, sa capacité et à exploiter les failles de ses adversaires et à combler les siennes me dit que il trouvera une solution pour venir à bout du short guys. Après, faut pas oublier que c'est pas pour rien que c'est le meilleur combattant de l'UFC, toute catégorie confondue actuellement. Je pense que ça reste quand même une très belle opposition. Et juste pour préciser, dans la soirée, ben, la team Khabib, c'est 3 sur 3, hein. Pas Donc, sur toi, ouais. euh, Belal aussi qui gagne. C'est Aboubacar, je crois, son prénom. Donc, je pense qu'il y a quand même. C'est pas anodin. Après, c'est des très grands combattants qu'il avait, surtout Belal et Islam. Ça aide pour les victoires, mais c'est pas anodin. Tu vois, c'est que C'est sûr. derrière, ça bosse bien, je pense. Et ça fera Voilà, l'objet super carte en tout d'un. cas. Ouais, c'était une carte incroyable, hein. Elle n'avait pas été du tout survendue, surcotée. Ça fera l'objet d'un prochain podcast, je pense aussi, le côté coaching de Habib. On ramènera un Ouais. spécialiste et on en discutera. Je te remercie, Nabil, d'avoir pris le temps en cette belle matinée de pouvoir passer en revue cette carte. J'espère que toutes les personnes qui nous regardent ont pris plaisir à regarder cette carte et que vous allez prendre plaisir si des personnes ont découvert le MMA via cette carte, à regarder d'autres combats et d'autres cartes de MMA. Voilà, je souhaite à tous une bonne journée et j'espère vous revoir très très bientôt pour pouvoir parler MMA. À plus. À la prochaine.